mesdames et messieurs, honorable assistance, permettez-moi de souhaiter une chaleureuse bienvenue. Notre 6e conférence de cette année, qui aura lieu cet instant ce soir, sera, j'en suis certain, sûr et certain, riche en réflexion, car animée par un cher ami, un grand professeur, une sommité, une fierté pour le Maroc, une personne au parcours exceptionnel et incommensurablement indescriptible, qui vient nous entretenir au sujet des particularités et réalités d'un pays exceptionnel, mon pays, le Maroc. Sous le titre « La place du Maroc et son influence dans le monde ». M. Azzouzi, M. Abdelhak Azzouzi, est un éminent professeur qui a un parcours exceptionnel, car il a eu son doctorat à l'âge de 24 ans et demi de Toulouse. Il est lauréat de l'Université de Toulouse. Il est professeur dans plusieurs universités marocaines et jouit d'une grande renommée à l'échelle nationale et internationale. M. Azzouzi, il a 39 ans. Depuis l'âge de 24 ans, aujourd'hui, il a publié 33 ouvrages en langue française, anglaise et arabe, dans plusieurs disciplines et sujets. J'ai l'honneur de vous demander de bien, de vous... non, il y a de l'émotion, vraiment, je le remercie infiniment parce qu'il a répondu à mon invitation, malgré son agenda trop chargé. La semaine dernière, il était à Dubaï, et avant, il était en Arabie Saoudite, en France, partout. Donc, je vous demande d'applaudir très fortement, chaleureusement, c'est Abdelhak Azzouzi. Et je donne la parole à notre cher ami, à notre jeune brillant, qui est une fierté aussi pour la communauté marocaine au Canada, c'est Mou'tadid, qui va animer cette conférence. À vous la parole, c'est Mou'tadid. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, je remercie le Centre culturel d'Al Maghreb pour ces cycles de conférences de haut calibre. Un merci également à monsieur le directeur Jafar Debbar pour toutes ces belles initiatives. Le titre de la conférence aujourd'hui est La place du Maroc et son influence dans le monde, qui sera donné par le grand professeur des universités, monsieur Abdelhak Azzouzi. La transition démocratique qui a engagé le Maroc et il s'est accéléré avec l'adoption de la nouvelle constitution. Certes, il y a encore pour toute démocratie des imperfections, des progrès, des améliorations, mais en même temps le Maroc avance et de manière irréversible dans le chemin long de la démocratie. Le Maroc n'est pas un pays en développement, c'est déjà un pays émergent, un pays où il y a une capacité, une ressource, des ressorts, mais surtout une croissance. L'une des priorités privilégiées du Royaume est de servir le développement du continent africain dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour porter des projets et notamment pour un investissement en faveur de l'Afrique. Le Maroc manifeste encore plus la volonté d'aider un certain nombre de pays en Afrique et de travailler dans la même direction avec ses atouts spécifiques, mais aussi avec toutes ses forces. Le Maroc est très engagé sur la scène internationale. Et les membres fondateurs de l'organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine par la suite, et du comité Al-Quds, dont la présidence est assurée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. À l'échelle régionale, le Maroc est également membre de l'Union du Maghreb arabe, qui réunit au sein d'une même entité régionale les pays du Maghreb, tels que l'on conçoit traditionnellement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ainsi que la Libye et la Mauritanie. Le Maroc est également membre de l'Union pour la Méditerranée fondée à Paris le 13 juillet 2008. Le Maroc fait aussi partie des différentes organisations internationales dont la Banque africaine de développement, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce et entretient des liens étroits avec l'Organisation de coopération et de développement économique ainsi que l'OTAN. La place du Maroc et son influence dans le monde sera donc l'angle de réflexion ce soir. L'une des grandes conférences de ce cycle organisé par le Centre culturel d'Al Maghreb. Nous sommes honorés ce soir par votre présence, professeur Abdelhak Azzouzi, et surtout de recevoir et discuter avec vous votre réflexion. Monsieur Abdelhak Azzouzi est professeur des universités.
Il est lauréat de l'Institut des études politiques de Toulouse et de l'Université des sciences sociales de Toulouse. Il est spécialiste de la stratégie des relations internationales et de la science politique comparée. Il a créé et dirigé plusieurs centres de recherche et de développement et est président du prix méditerranéen de la pensée. Il a rédigé sous sa direction 9 volumes sur l'Alliance des civilisations et de la diversité culturelle. Également, il a rédigé sous sa direction l'annuaire marocain de la stratégie des relations internationales en arabe, en français et en anglais. C'est un ouvrage de 3000 pages et qui a été distribué dans plus de 128 pays à travers le monde. Il a publié, entre autres, le néo-constitutionnalisme marocain à l'épreuve du printemps arabe. Il est très engagé dans le dialogue entre les cultures ainsi que le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Il est membre consultant auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux et il est membre du conseil d'administration de l'Université euro-méditerranéenne de Fès. Il a reçu plusieurs distinctions et prix au niveau national et international. Parmi ses derniers travaux sur les raisons du sous-développement du monde arabe, je cite d'abord en arabe les sources de l'autoritarisme et les graines de la Renaissance, en anglais Parties as Political Forces in the Maghreb, Islamic Political Movements and Power Comparative Studies, Islamic Political Movements and Power in the Arab World, The Rise and Fall, et en français le gestuel des régimes arabes et la problématique du changement. Et les chroniqueurs aussi, c'est le journal Imarati Al-Ittihad et aussi au journal Al Jazeera. J'invite, sous vos applaudissements, le grand professeur des universités et la sommité intellectuelle en stratégie des relations internationales, le professeur Abdelhak Azzouzi. Je tiens à remercier Dar el-Maghrib, à remercier son président, auquel je me hâte de lui réitérer l'assurance de mon respectueux attachement. C'est une véritable jouissance morale, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la sublimité de l'esprit humain, que de se voir, que de se croiser mutuellement, que de s'enrichir, que de parler, que de marcher, à moins bien sûr que l'on ne s'accommode d'une pensée hémiplégique, et rien ici n'est très conforme que le mot d'ordre écuménique énoncé avec conviction par Jean Blondel dans le numéro inaugural de la revue française de politique comparée. Jafar Dbar, c'est un ami d'antan, un grand ami, c'est un Méditerranéen de cœur et de fidélité qui a su butiner 1000 fleurs dans le jardin des grandes valeurs universelles qui nous unissent tous et dont on a besoin de cette altérité, on a besoin de cette fameuse altérité. Et nous nous inscrivons tous dans ce parcours, ce fameux parcours, le fameux plaire et instruire, hein, comme disait Diderot. Et je le félicite aussi pour le travail colossal qu'il fait dans le cadre de cette maison qui porte le flambeau, le drapeau marocain très haut, très fort. Et je vous demande si vous auriez la gentillesse de l'applaudir et d'applaudir Dar el-Maghrib. Alors en parlant de avant d'aborder le sujet, en parlant de cette altérité, de cette coexistence pacifique, moi je viens d'une ville qui s'appelle la ville de Fès, Medinatou Fès. Et en parlant de Fès, on va parler du Maroc, parce que vous savez, la ville de Fès a été la première capitale politique dans l'histoire du Maroc, mais elle restera toujours la capitale scientifique et culturelle d'une façon pérenne. Et il a plus de 1200 ans d'histoire, et la ville de Fès est le creuset dans lequel ces composantes se sont croisées, se sont conjuguées aux multiples affluents constitutifs de l'identité marocaine, en l'occurrence les éléments andalous venus de l'Andalousie en Espagne, afro-sahraouis, juifs, berbères, arabes. Et c'est un modèle de coexistence pacifique entre les civilisations et les cultures. La symbolique historique de cette ville
ne tient pas uniquement que cette cité incarne la civilisation séculaire qui est la nôtre, elle procède aussi de son statut de haut lieu de rayonnement scientifique et spirituel du monde islamique. Vous savez, il y a un célèbre auteur du XIIe siècle, Ibn Arabi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ibn Arabi, il a dit un paragraphe qui cristallise à lui aussi ce brassage millénaire qui caractérise notre pays. Alors il a dit une fois, mon cœur est devenu apte à recevoir tous les êtres. C'est une prairie pour les gazelles, un monastère pour les moines, une maison pour les idoles, et la Kaaba de tous ceux qui en font le tour, l'étable de la Torah et le feuillet du Coran. Je pratique la religion de l'amour. Partout, c'est l'amour qui est ma religion. Partout, c'est l'amour qui est ma foi. C'est cette sublimité, c'est ce mot lapidaire qui a toujours caractérisé la caractéristique du Marocain, les attributs du Marocain, la naissance du Maroc contemporain. Et cela explique entre autres, on en parlera d'une façon, et on s'y attardera outre mesure, ce qui a fait l'exceptionnalisme du Maroc dans une région en pleine ébullition. C'est aussi dans cette ville, la ville de Fès, qui abrite la plus ancienne université au monde, le Qarawiyyin. Et figurez-vous, elle a été bâtie par une dame en 859, Fatima al-Fihriya. Et si l'on sait que l'université de Bologne a été fondée en 1119, l'université d'Oxford en 1229, l'université Sorbonne en 1257, on confirmera alors que ce qu'avait affirmé Josiah en 1942, la plus ancienne université au monde ne se trouve pas en Europe, mais plutôt en Afrique, dans la ville de Fès, la capitale du Maroc. L'évêque Gerbert d'Aurillac, devenu le pape Sylvestre II en 955, fut parmi ceux que Bandlé José a cités comme étant venus à la Qarawiyyin lorsque l'Europe vivait au Moyen-Âge. Voilà cette petite introduction pour vous dire que toutes les régions du Maroc, toutes les villes du Maroc incarnent ce legs historique qui fait la particularité de ce pays. Le Maroc, pour le résumer aussi, on pourra dire que c'est un arbre dont les racines nourricières plongent dans l'Afrique, ou plutôt dans la terre d'Afrique, et qui respire grâce à son feuillage bruissant au vent d'Europe, du monde arabe et ceux de l'Atlantique. Comment peut-on aborder ce sujet, la place du Maroc et son influence dans le monde? Normalement, on se trouve directement en face de la sociologie des relations internationales et de la science politique comparée. Moi, toujours dans mes écrits, je dis qu'on ne peut jamais séparer la science politique comparée de la sociologie ou des relations internationales. Il y a un entremêlement, un enchevêtrement entre les deux disciplines. D'ailleurs, en France, contrairement aux États-Unis, les relations internationales est une sous-discipline de la science politique. Alors, en parlant de le Maroc, il a un rapport avec le vrai, avec V majuscule. Maurice Merleau-Ponty l'avait compris lorsqu'il avait dit « Notre rapport au vrai passe par les autres. Ou bien nous allons ensemble au vrai avec eux, ou bien ce n'est pas au vrai que nous allons. » C'est ce qu'il a dit résume à lui seul la façon dont le Maroc lit aujourd'hui le système international. Parce que ce système international est semé d'embûches et des plus alambiquées. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui en tant qu'acteur ou décideur public, si vous n'arrivez pas à lire réellement et d'une façon rationnelle le système international, votre diplomatie sur le plan international, votre politique sur le plan intérieur sont vouées
à un échec lamentable. Le Maroc, vous l'avez remarqué, a su s'imposer en tant qu'acteur, fa'il, désormais incontournable tant sur le plan diplomatique, politique que sur le plan économique, social et culturel. Cela s'explique, comme je l'avais dit tout à l'heure, par un legs ou par une histoire qu'il faut d'abord saisir dans sa complexité. Et la diplomatie marocaine a su se convertir, a su convertir sa position et ses avancées par rapport à tous les pays de la région en une grandeur qui s'exprimerait davantage tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Il est remarquable aussi de voir et de constater que la diplomatie marocaine avait compris dès le départ que l'avenir des relations internationales ne se situe pas dans le relatif immobilisme ou le relatif partenariat nord-sud, mais aussi et surtout sud-sud. Dans ces différentes certitudes riches et prometteuses, le Maroc, comme tous les pays méditerranéens, y compris la France, y compris la Grande-Bretagne, y compris l'Allemagne, n'ont pas la taille pour agir seul, mais il a suffisamment d'atouts, il a suffisamment de variables, il a suffisamment de facteurs, et il est suffisamment ambitieux pour participer au peloton de ceux qui entendent peser ensemble. L'idée se révèle, et je l'expliquerai d'une façon plus développée tout à l'heure, l'idée se révèle productive. De nos jours, un pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Maroc, ne peuvent pas faire cavalier seul. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je vois que la politique de Trump est non correcte, incorrecte. On ne peut jamais faire cavalier seul dans une mondialisation des plus alambiquées, des plus inextricables. On ne peut pas faire cavalier seul dans le jeu régional et international, mais ils sont trop forts pour s'effacer ou occuper une position subalterne. Bon, dilemme normal de toute puissance moyenne. Alors nous avons les cartes bilatérales, nous avons les cartes multilatérales, nous avons les cartes africaines, nous avons les cartes méditerranéennes, nous avons les cartes européennes, nous avons les cartes outre-Atlantiques, si j'ose dire, nous avons les cartes arabes, et alors ils visent toutes à lui assurer au Maroc le statut et le rayonnement auquel un pays influent aspire. Ceci étant, nous savons qu'il y a un lien inéluctable et automatique entre l'interne et l'externe. Les sociologues des relations internationales le savent bien, il y a un entremêlement de ces deux liens. Lorsque l'interne est solide et basé sur un ensemble de maximes, de règles et de critères bien ancrés dans le rationalisme, plus particulièrement dans la démocratie, l'ouverture politique, l'ouverture ou les vaguelettes de libéralisation économique, cela se répercute automatiquement et sur l'externe. Ce sont deux notions d'une même équation qui sont la plupart du temps menées simultanément, et tout changement qui affecte l'un des termes se répercute sur l'autre, sinon l'équation est fausse. Le Maroc donc a su lire les différents puzzles de la mondialisation on y reviendra tout à l'heure, que plusieurs pays ne veulent pas comprendre aujourd'hui. Cela est un signe de réussite, cela est un signe de triomphe face à l'ouverture et face au grand large. Comme on va le voir, Sa Majesté le roi Mohammed VI aujourd'hui est un leadership charismatique tant à l'intérieur du pays que dans l'arène diplomatique internationale. Il a su fortifier le capital diplomatique et politique du pays, qui accorde une place remarquable pour le Maroc pour négocier les dynamiques émergentes qui pointent au sein du système international. Commencer à construire le partenariat sur la base, comme l'avait dit tout à l'heure notre ami,
gagnant-gagnant, mais pas partenaire ennemi. Voilà, il y a une mauvaise lecture, peut-être qu'on s'y attardera tout à l'heure, aujourd'hui du modèle réel et rationnel du développement entre les pays. C'est fini, partenaire ennemi. La mondialisation ne le permet pas. Regardez la Chine aujourd'hui, quand elle gagne, elle ne veut pas que les autres perdent. Alors c'est elle, au moins à mon avis, qui a instauré cette fameuse règle gagnant-gagnant, basée non sur l'hégémonisme ou non sur le refus de l'autre, et non sur le repli identitaire, mais sur des règles tout à fait humaines et tout à fait louables. Et il est bien à plaindre, comme l'écrit avec talent Bertrand Badi dans son dernier ouvrage qui date d'il y a 2 mois, « Nous ne sommes plus seul au monde », que des pays européens aujourd'hui ne veulent pas admettre que nous ne sommes pas seul au monde et que la simple universalisation du modèle occidental n'était plus à l'ordre du jour. Alors comment on va scientifiquement, académiquement, parler de ce sujet? Alors on regarde de la mondialisation, un acteur influent doit s'inscrire dans un cheminement triptyque. Réformer, énoncer et cibler. Réformer, énoncer et cibler. Réformer est concevable dans le pacte politique instauré au Maroc il y a plus de 3 décennies, depuis 1991-92. Je vais en parler tout à l'heure. Dans le champ politique national, entre les différentes élites, c'est-à-dire l'élite politique au pouvoir et l'élite de l'opposition. Énoncé et compréhensible dans la parité des destins humains. Le droit égal de tous de participer à la gouvernance du monde. Et ciblé et inéluctablement situable dans les biens communs dont dépend la survie de la planète et qui sont malheureusement de nos jours en échec par les égoïsmes nationaux repensés sous l'appellation de défense des intérêts nationaux. Alors réformer. C'est quoi ce pacte politique dont parlent les transitologues et les conciliologues spécialistes de la Democratization Studies dans le Maroc porte l'exemple, il est le modèle le plus parfait de tous les États dans lesquels le pacte politique a réussi. Mithaq siyasi, mithaq ta'akoudi. Philippe Schmitter, Alfred Steppen avaient rédigé il y a longtemps un ouvrage devenu classique, et ce sont eux d'ailleurs qui ont fondé cette discipline de la transitologie, de la consolidologie. Ils ont dit que dans les pays, ils ont étudié à peu près 120 pays à travers le monde. Alors ils ont dit qu'il y a 4 types de transition. Il y a soit la transition par révolution, comme ça s'est déroulé récemment à partir de 2010 en Tunisie, en Libye, en Égypte, soit par intervention militaire extérieure, comme ce fut le cas en Irak, lors de l'intervention américano-britannique en 2003, soit par le stimulus de l'effet extérieur, comme ça a été le cas en Espagne, au Portugal, en Grèce, ou bien par pacte politique. Sociologiquement parlant, ils ont trouvé que la transition démocratique par pacte politique est la plus salutaire, est la plus remarquable, est la plus digne d'être applaudie, est la plus digne d'être appliquée, mais à condition qu'un certain nombre de variables puissent être regroupées pour que cela puisse aboutir. C'est quoi un pacte politique? Le pacte politique, c'est
un accord explicite, mais non toujours interprété ou justifié publiquement. C'est-à-dire qu'on se met d'accord, mais on ne le dit pas solennellement. On le garde dans notre fort intérieur, dans notre propre intrinsèque, comme disent les psychologues, entre un ensemble d'acteurs définis, d'acteurs et tendant à définir les règles gouvernant l'exercice du pouvoir sur la base de la garantie mutuelle des intérêts vitaux de chaque partie. Cela me permettra, pour que nous puissions bien comprendre le pacte politique appliqué au Maroc, de faire une étude comparative entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Vous savez que la comparaison est la voie la plus adéquate pour peser ce qui est banal et ce qui est singulier. La comparaison affûte la perception et vous permet de conclure avec des variables tangibles et des variables correctes. Le Maroc, quand il a eu son indépendance en 1956, il y avait dans ce pays, post-independence, 2 atouts, presque 3. Donc il y avait une légitimité au niveau du premier grand décideur, c'est-à-dire la monarchie. C'est une monarchie héréditaire, n'est-ce pas, qui bénéficie de la légitimité historique, qui remonte au prophète, et qui est liée avec la société par l'acte d'allégeance, le bay'a. Cette légitimité a permis de construire le Maroc à partir d'un certain nombre de considérations acceptées et par les Marocains et par l'élite politique au pouvoir. En Algérie, l'Algérie a eu son indépendance en 1962, était, contrairement au Maroc et à la Tunisie, était sous le protectorat français, était sous la colonisation française, le Maroc et la Tunisie sous le protectorat français. Et c'était une colonisation très dure. Entre 1956 et 1962, il y avait une guerre sanglante entre les nationalistes algériens et le colonisateur français qui a causé la mort de milliers de chouhada algériens. Avec l'indépendance, on cherchait une personnalité charismatique qui pourrait éventuellement incarner l'indépendance. On n'en trouvait pas. C'est l'armée qui a pris le pouvoir. Mais une armée très intelligente, contrairement à l'armée des pays latino-américains, parce qu'on ne les voyait pas. Ils gouvernaient le pays derrière le rideau. Mais on les voyait à partir de 1989, lorsqu'il y avait ce fameux arrêt cardiaque, lorsque le champ politique national a été ouvert, donnant la victoire au Front islamique du salut, et on assista au binôme victoire absolue du Fils et échec absolu de l'armée. Or, en transitologie, en matière de transition, il faut arriver à une équation mathématique qui stipule la chose suivante. Il faut toujours qu'il y ait une victoire partielle de l'opposition et un échec partiel de l'élite politique au pouvoir. Si vous arrivez à un échec définitif de l'élite politique au pouvoir et à une victoire absolue de l'opposition, le tout est voué à un échec lamentable et le pays pourra entrer dans un sort funeste. Et d'ailleurs, entre 1990 et 2000, l'Algérie a connu une guerre civile qui a causé la mort de plus de 100 000 personnes. La Tunisie, 56, il y avait Habib Bourguiba. On cherchait une personnalité charismatique qui pouvait incarner l'indépendance. On a trouvé Habib Bourguiba, un avocat, un orateur depuis Paris. Il défendait l'indépendance du pays. Il est connu par ses chroniques, par son franc-parler, mais il n'avait pas de légitimité. Alors il a trouvé sa légitimité dans le parti. Mais le problème, c'est que le parti, c'est un parti État.
Dostour, Dostour, puis après il est devenu le RCD, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique. C'est-à-dire que le chef de l'État est à la fois le premier grand décideur, est à la fois le responsable d'un parti, et ce parti est un parti hégémonique. C'est-à-dire l'opposition n'a pas le droit d'exister, parce que si vous critiquez le RCD, vous critiquez son président, et le président c'est le chef de l'État. C'est-à-dire que le champ politique tunisien était désamorcé, était verrouillé. Donc on ne pouvait pas respirer dans le champ politique public tunisien, et cela explique bien évidemment le déclenchement de la révolution du Jasma Thawrat Yasamine en décembre 2010. Le Maroc, Feu Hassan II était d'une intelligence et d'un charisme inédit dans l'histoire des pays arabes. Il avait toujours refusé d'adhérer à un parti. Il avait toujours refusé de porter atteinte au concept du multipartisme. Le Maroc est le seul pays arabe post-indépendance qui n'a jamais interdit le multipartisme. Certes, les partis politiques étaient sous contrôle dans les années 70-80, mais cela a permis aux acteurs politiques, publics, partisans, de travailler dans le champ politique public. Et dans les années 90, avec les deux mémorandums, avec la constitution de 92-96, puis après avec l'avènement du gouvernement d'alternance d'Abdelrahman Yousfi, l'USFP. Donc, voyez-vous, lorsque ce gouvernement est arrivé, il y avait la véritable équation, le véritable binôme réussi. On avait une victoire partielle de l'opposition. On n'est plus l'opposition de Sa Majesté, mais l'opposition qui travaille au sein du champ politique public. Et il y avait un échec partiel de l'élite politique au pouvoir. Donc on n'a pas assisté à la mauvaise équation qui s'appliqua malheureusement en Algérie ou qui ne se trouva même pas en Tunisie. Et lorsque les balbutiements des révolutions arabes ont atteint tous les pays sans exception, y compris le Maroc se trouva immunisé contre les griefs révolutionnaires de la protestation. Et Sa Majesté, dans son discours fondateur du 9 mars 2011, a dépassé de loin les doléances et les demandes de ce qu'on avait communément l'habitude d'appeler les jeunes du 20 février. Le Maroc, donc, est le seul pays dans la région qui fait exception par rapport à ses voisins pour avoir poussé très loin ces règles démocratiques dès les années 90. Cela lui a permis d'être à l'abri des protestations déstabilisatrices des régimes, comme en Tunisie, comme en Égypte. Vous voyez, donc le pacte politique entre les différents acteurs a trouvé son applicabilité dès les années 90. Et après, il y avait un nouvel élément qui intervenait, c'était la société civile, parce que le discours fondateur de 2011 répondait directement non aux doléances de la variable partisane des partis politiques, mais de la société civile marocaine. Et on en parlera tout à l'heure sur l'ampleur de la société civile aujourd'hui dans les relations internationales. Donc là, puis il y avait l'avènement de la Constitution de 2011, juillet 2011, que j'ai appelé avec le professeur André Cabanis, le néoconstitutionnalisme marocain, un constitutionnalisme de 4e génération. Nous avons fait une étude comparative avec 25 constitutions à travers le monde, et on a pu constater l'ampleur et la portée du texte constitutionnel du constituant marocain, qui a vraiment allé de l'avant en matière de juridisation de différents droits.
La démocratisation à pas de caméléon en Algérie est toujours prisonnière de la variable militaire, qui a toujours stérilisé la portée des ouvertures entamées dans ce pays depuis la Constitution de 1996. La Tunisie de Bourguiba puis de Ben Ali fut le plus autoritariste, le plus patriarcaliste, le plus despotique de tous les pays du Maghreb, où l'hégémonisme du RCD fut à la fois la base ou à la base de la neutralisation du champ politique en récusant la légitimité de tout acteur politique aspirant à l'autonomie, ce qui a donné naissance à la révolution du jasmin. La société était totalement étouffée que lorsque le couvercle a sauté, la marmite a explosé. Et en parlant toujours de ce pacte politique, si vous sillonnez les pays arabes, vous allez constater que dans la plupart des pays qui ont connu une transition autre que le pacte politique, ils vivent aujourd'hui dans des enfers interminables, malheureusement. Regardez aujourd'hui l'Irak, l'intervention militaire a été faite en 2003, n'est-ce pas? Et maintenant de 14 ans, le pays parmi les pays les plus pauvres au monde, alors qu'il range de richesses naturelles, gaz, pétrole. Vous savez que lorsqu'il y avait Saddam Hussein, il n'y avait aucun illettré. Aujourd'hui, nous avons, selon les dernières statistiques, 3,5 millions d'analphabètes. 3 millions de femmes qui sont inscrites dans l'orphelinat. Le pays le plus inscrit dans le désordre et dans la corruption au monde. Non mais voyez la nature de la transition. Regardez la Libye, regardez aujourd'hui l'Égypte, regardez le Yémen, regardez la Syrie. Donc pour vous dire que le pacte politique, et il est applicable le pacte politique, il suffit que l'élite politique au pouvoir puisse avoir l'intelligence de renoncer, de faire des concessions, et que l'élite politique de l'opposition puisse elle aussi s'inscrire dans une lignée qui correspond au binôme positif victoire partielle et échec partiel. C'est facile. Imaginez que Saddam Hussein l'avait appliqué. Je suis sûr et certain que l'histoire lui mettra un tapis rouge. Durant des siècles et des siècles, si Bachar al-Assad l'avait fait, il aurait épargné à son pays ce désastre dans lequel il vit aujourd'hui. Ça sur le plan intérieur, j'ai dans mon speech, dans mon article que j'ai préparé pour l'événement, un certain nombre de réformes que le Maroc a échafaudées dans plusieurs domaines, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine des libertés publiques, dans le domaine du nouveau concept de l'autorité, dans le domaine des législations, dans le domaine, peut-être qu'elle sera publiée, on n'aura pas le temps pour tout aborder. Donc alors voilà, réformer. Nous avons abordé la première thématique relative à la variable réformer, parce que quand on ne réforme pas, on ne fait rien, on reste dans un abîme ténébreux, partout dans le monde. Même si votre corps, vous ne le réformez pas avec la gym, avec la bonne nourriture, le corps, il devient désuet. C'est pareil pour le champ politique public. Mais si vous maintenant, vous voyez ce qui se passe en Europe, en France, aux États-Unis, avec l'avènement de l'extrême droite, etc., donc il y a un problème dans ce que les sociologues des relations internationales disent réformer. C'est ça la réforme. La réforme, c'est une intelligence continue, pérenne, qui vous permet d'influer sur le courant de l'histoire. Puis après, énoncer. Alors, énoncer ou la politique d'altérité dont le monde a besoin. Alors, le Maroc, ici, il entretient. Je vous avais dit que le Maroc ressemble à un arbre dont les racines plongent dans la terre de l'Afrique et qui respire grâce à son feuillage buissant au vent de l'Europe, du monde arabe, de la Méditerranée et de l'Atlantique. Avec l'Afrique, vous savez que nous avons de très très bons rapports avec ce grand continent, et ce ne sont pas des relations, des rapports qui datent d'hier, ce sont des liens civilisationnels, et nous avons des relations humaines
et géographique avec l'Afrique qui représente son prolongement naturel et sa profondeur stratégique. Et le Maroc aussi a toujours constitué un trait d'union entre l'Union européenne et l'Afrique. D'ailleurs, c'est lui qui a répandu l'islam du juste milieu, parce que le Maroc, le rite appliqué au Maroc, c'est le rite malikite, l'aqid al-ash'ariya wa tasawwuf sunni. Ces variables ont permis à ce pays d'être un pays modéré, d'avoir un comportement, une conduite modérée, raisonnée, qui s'inscrivent dans le pur rationalisme et dans le respect du moi et de l'autre. Le moi est un autre, comme disait un poète. C'est pourquoi aujourd'hui le Maroc assure la formation des imams d'un certain nombre de pays africains, d'un certain nombre de pays maghrébins, y compris issus de pays européens. Maintenant, la plupart des chancelleries et des capitales européennes sollicitent le Maroc pour former ceux qui vont former les cellules grises religieuses des ressortissants marocains et des musulmans. C'est ça, il faut travailler là-dessus. Le Maroc, pourquoi? Parce qu'il jouit aujourd'hui de cette fameuse, d'une réputation outrancière en la matière, parce qu'il a su incarner avec son legs historique, avec ses érudits, avec ses savants, ce pouvoir ou cette capacité d'influer ou d'organiser des générations douées d'intelligence, de juste milieu, de raisonnement et de respect. Et donc le Maroc, depuis maintenant des décennies, depuis des siècles, il a répandu cet islam du juste milieu dans les pays africains subsahariens, grâce bien évidemment aux confréries des zaouïas religieuses, notamment Tijani al-Qadiriya. Et vous savez que le défunt souverain avait tissé des liens privilégiés avec les dirigeants africains et a apporté des soutiens inestimables au mouvement de libération nationale, notamment aux pays lusophones et à l'Afrique du Sud. Et sous son règne aussi, le Maroc a été l'un des fondateurs, on l'oublie souvent, était l'un des principaux fondateurs de l'Union africaine et avait activement participé à la rédaction de cette fameuse charte panafricaine. Et puis après, les visites de Sa Majesté le Roi ont permis de donner un nouveau souffle aux échanges et au renforcement de la coopération sud-sud. Et après plus de 3 décennies d'absence, le Maroc a aussi réintégré l'organisation de l'Union africaine, bien qu'elle pèse peu sur l'avenir ou sur la vie des peuples africains, contrairement à d'autres organisations internationales comme la Commission, le Conseil ou le Parlement européen. Elle a une véritable influence plutôt sur le plan diplomatique et politique. Et cette réintégration récente constitue un succès diplomatique. Le Maroc a notamment renforcé ses liens avec l'Afrique de l'Ouest et avec des pays dont les relations sont anciennes. Et dans son discours devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, Sa Majesté avait évoqué que le retrait de l'UA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien aussi le Maroc est indispensable à l'Afrique. Il disait « Nous y avons réfléchi mûrement et c'est à présent une évidence, il est l'heure de rentrer à la maison au moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille, une famille plus que nous n'avions pas véritablement quittée. » Mais malgré les années où le Maroc fut absent de cette instance panafricaine, ces liens jamais rompus sont restés puissants. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative parce que, je vais vous donner quelques chiffres, depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération près d'1 millier d'accords avec les pays africains. À titre de comparaison, entre 56 et 99, 515 accords avaient été signés alors que depuis 2000, il y a eu 949, c'est-à-dire près du double.
Aussi, le Maroc il a su lire le système international, parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'il y a une erreur dans la lecture des déterminants du nouveau système international. On s'y installe d'une façon très erronée. Et lorsqu'on s'y installe d'une façon très erronée, on paie la mauvaise facture. Je suis tout à fait d'accord avec un certain nombre de sociologues, comme Robert Kagan, comme Bertrand Dady, quand ils étudient des régions ou des pays comme la Chine, qui a su faire un usage très productif de la mondialisation. Elle parvient, ce pays, vous voyez, les Chinois, ils sont tous discrets. Ils ne font pas de bêtises, ils ne font pas de bruit, que ce soit aux États-Unis, en Algérie, au Maroc, en Europe. Ils sont trop discrets, mais trop productifs. Ils sont très forts. Mais parlons de l'État chinois, en tant que tel. L'État chinois parvient à s'insérer dans la mondialisation grâce à un dynamisme économique qui ne complique, qui ne freine aucune prétention politique scabreuse. Et elle s'y adonne d'autant mieux qu'elle parvient à concevoir la compétition politique hors de tout carcan politique, convaincu même que la victoire économique des uns ne suppose pas l'échec de l'autre. Vous voyez, c'est ce que le Maroc applique aujourd'hui. C'est la fameuse règle sacrée à mon sens. C'est l'icône même à vénérer, qui doit être vénérée par les pays occidentaux de nos jours. C'est gagnant-gagnant. Quand vous appliquez le binôme ou la règle partenaire-ennemi, alors là, on comprend très très mal le système international, et le modèle win-win sans cesse rebâché s'oppose ici, bien évidemment, à la vieille obsession schmittienne du rapport ami-ennemi auquel le monde occidental reste attaché. Et l'avenir aujourd'hui du monde n'est pas à trouver dans l'universalisation du modèle occidental, mais dans la reconnaissance d'autres histoires qui ne viendront jamais totalement fusionnés avec les leurs et brilleront toujours en leur propre feu. Si les puissances occidentales continuent à assurer leur puissance hégémonique ou simplement à défendre le périmètre de sécurité à contresens de l'histoire, elles ne maîtrisent pas pour autant ce nouveau univers conflictuel où la puissance devient impuissante de nos jours. Où la puissance, elle devient une sorte d'impuissance. Vous savez, avec aujourd'hui la révolution d'éthique, des télécommunications, on vit sous un même toit. Et ce même toit ne cesse de se rétrécir. On ne peut pas gouverner seul et on ne peut pas se prétendre avoir cette fameuse puissance qui pourra... Et la révolution, cette révolution informatique, d'éthique, dépasse de loin la bombe atomique ou la période dans laquelle on s'estimait heureux d'avoir inventé la bombe atomique. Tandis que la faiblesse, ces sites pourra susciter des effets de puissance. Parce que c'est fini la bipolarité, l'unipolarité, les pays oligarchiques, le G7, le G8, le G20. Donc il faut avoir la capacité de lire avec des jumelles, avec des yeux visionnaires, le nouveau système international et influer sur ce système international. C'est ce que le Maroc fait de nos jours en misant sur ce fameux partenariat Sud-Sud et sur aussi le partenariat Nord-Sud. J'ai cité dans cet article que j'ai fait pour ce soir à peu près 18 pages et dans lesquelles j'ai cité des dizaines de projets pharaoniques que le Maroc a initiés avec le continent africain. Il a initié par exemple récemment le projet de gazoduc africain atlantique avec la République fédérale de Nigeria, n'est-ce pas? Et ce projet, comme vous le savez, permettra de l'acheminement du gaz des pays producteurs vers l'Europe, mais au-delà,
il bénéficiera à toute l'Afrique de l'Ouest. Il contribuera à structurer le marché régional de l'électricité, dans le cadre aussi de projets visant à améliorer la productivité agricole et à favoriser la sécurité alimentaire et le développement rural. Des unités de production de fertilisants ont été mises en place avec l'Éthiopie, avec le Nigeria. Parlons aussi de ce ne sont ni le gaz ni le pétrole qui satisferont aussi les besoins alimentaires de base. Le grand défi de l'Afrique aujourd'hui se trouve dans la sécurité alimentaire. C'est le sens de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, dite initiative AAA, que le Maroc a promu lors de la COP22. J'y reviendrai tout à l'heure. Elle constitue une réponse innovante et extrêmement concrète aux défis communs posés par les changements climatiques. Puis après, il y a un sujet cher à Jaafar Dabakh, c'est la régularisation. C'est la régularisation des étrangers, des Africains vivant sur le sol marocain. À l'intérieur du Maroc, les subsahariens sont accueillis dans les termes que le Maroc a annoncés. Plusieurs opérations de régularisation ont été lancées. Il y en avait deux. La première phase avait déjà bénéficié à plus de 25 000 personnes. Puis après, il y a le Maroc et l'Union européenne. Le Maroc jouit d'une position géographique, jouit d'une force politique et d'un respect dans les chancelleries européennes. Alors cette proximité géographique, cette richesse de l'histoire commune, ce volume des échanges humains, culturels et commerciaux font de l'Europe, bien évidemment, le premier partenaire du Maroc. Les deux parties sont liées par des liens denses et diversifiés qui se sont développés durant plusieurs décennies. Et tous les grands acteurs de l'Union européenne depuis 1995 ont toujours vu le Maroc en tant que partenaire privilégié dans le cadre des échanges qui unissent les deux rives de la Méditerranée, les pays du Nord et les pays du Sud, que ce soit dans le cadre de la politique européenne de voisinage ou dans un certain nombre de points ou dans un certain nombre de positions qu'on donne, comme le statut avancé dont jouit le Maroc. Et moi, je dis toujours dans mes conférences, quand je suis invité à parler de l'avenir du monde arabe, je leur dis toujours qu'il faut toujours des États pivots dans toute coopération régionale. L'Union européenne sera une lettre morte s'il n'y avait pas les deux grandes puissances qui pilotaient le lourd vaisseau européen, la France et l'Allemagne. Pourtant, la France et l'Allemagne ont vécu 3 guerres sanguines. Cela ne les a pas empêchés d'être les deux pays qui gèrent l'Union européenne, parce qu'il y a 28 pays européens, on ne peut pas se mettre d'accord sur tout, on ne pourra pas à chaque crise regrouper les 28 pays pour se mettre d'accord sur... Regardez la Grèce, hein, Sarkozy ou Hollande qui appellent Merkel, ils se réunissent à 23h du soir, hein, jusqu'à 3h du matin, ils se reposent 2h30 ou 3h pour rencontrer les autres pays européens, les autres responsables des banques européennes pour trouver des solutions pour la Grèce. C'est comme ça que ça marche. Dans les pays arabes aujourd'hui, quand on me dit le sommet arabe, quand on me dit la Ligue des États arabes, quand on me dit... C'est difficile parce que ces organisations régionales sont le miroir des États internes. Aujourd'hui, on ne pourra pas regrouper les 22 États comme on regroupe les États européens. On peut pas, il n'y a pas de Libye, il n'y a pas la Syrie. C'est compliqué, mais il faut créer, il faut pérenniser les États pivots, les États phares, comme le Maroc, et ces États peuvent gérer, peuvent piloter, peuvent orienter la politique publique, la politique diplomatique de l'ensemble des pays arabes. Entre les deux rives de la Méditerranée aussi, le Maroc, je crois, est parmi les plus grands partenaires fiables
de l'Union européenne, ce qui lui a valu cette sublimité de bénéficier de ce statut avancé. Alors pour aller vite, nous avons vu le principe de réformer, le principe d'énoncer. Maintenant, nous arrivons à la variable ciblée, ciblée des biens communs dont dépend la survie de la planète. Là, je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Récemment, un ancien ministre des Affaires étrangères français stigmatisait les acteurs sociaux et la société civile lorsqu'ils interviennent dans des affaires diplomatiques, s'imprégnant de variables classiques de la diplomatie des relations internationales, de la conception réaliste des relations internationales. Il disait que la diplomatie est l'apanage de l'État. C'est-à-dire que la science politique est une science de l'État et non une science du pouvoir. C'est-à-dire que les opinions publiques n'ont pas à se mêler de la diplomatie, que celle-ci ne relevait nullement de leurs compétences et l'opinion publique n'a pas de place dans l'arène diplomatique. Alors il a dit, ce serait accueillir la famille d'un malade dans un bloc ou dans une salle d'opération. Or, les acteurs sociaux, heureusement, se sont installés depuis longtemps, très longtemps, dans ce bloc opératoire, qu'il serait prudent de les accepter comme tels, quitte à leur faire entrer, ou enfiler plutôt, des combinaisons stériles. Il est parfaitement illusoire. Il s'agit de faux simulacres. Il est parfaitement anachronique de croire qu'on pourra aujourd'hui les tenir à l'écart du bloc. Le nombre d'acteurs sociaux mondiaux et de sociétés civiles qui furent présents lors de la COP22 à Marrakech en témoignent. La ville ocre du Maroc a accueilli quelques 80 000 participants, dont 50 000 issus de la société civile mondiale. Voilà. 50 000, c'est-à-dire plus de, soit 44% de plus qu'à Paris un an auparavant. Et cette COP22, c'était un vif succès de par les segments traités et les conférences et activités programmées. Et le fait marquant de cet événement a été bien évidemment l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, mais surtout le financement est la clé de tout projet pour réussir la transition du modèle de développement que les États veulent mettre en place depuis l'entrée en vigueur du dit accord. Voilà, nous l'avons bien compris, le Maroc d'aujourd'hui, contrairement à plusieurs pays comme ceux de l'Europe, est sorti de l'engrenage stérile, scabreux, dangereux, d'une mauvaise lecture du système international et de la mondialisation. C'est donc prioritairement la diplomatie rationnelle, correcte, qui s'inscrit dans l'œuvre que le Maroc promeut, en la remettant d'abord sur les bons rails, en parlant à tous, sans exception, sans arrogance, avec beaucoup de modestie, avec le respect de l'autre, en la comprenant non plus comme un instrument d'hégémonie, de diffamation, d'autoproclamation, d'autopromotion, de déclamation, mais de partenariat sur la base de la maxime salutaire gagnant-gagnant. Car faute de gouvernement mondial, la vie internationale ne peut se concevoir que comme une addition de souverainetés plus ou moins coopérantes. Le Maroc d'aujourd'hui se situe dans la dynamique de la mondialisation face au risque de repli identitaire. Il s'est gagné de cette ouverture au monde les mêmes bénéfices qu'ont su en capitaliser
d'autres sociétés comme la Chine. Ce dernier a su tirer davantage de profit de la mondialisation parce qu'il s'y est installé immédiatement. Les insécurités humaines qui affectent les pays du Sud sont les insécurités humaines de tous les pays de l'Occident, de même que les énergies créatrices qui fleurissent dans des pays des autres peuvent jouer aussi plus tard, et d'une façon très profonde, un rôle novateur sur le sol des pays occidentaux. Enfin, si on ne place pas l'homme au centre de la vie, si on n'investit pas dans cette variable, on risque d'être rongé par des sursauts conservateurs, par des sursauts obscurantistes, routiniers et conformistes. La réflexion internationale diplomatique doit intégrer ces valeurs humanistes si elle ne veut pas sombrer sous l'effet d'une catastrophe politique issue d'un autre âge. Je vous remercie.